Merci Ariel. Donc on va commencer le débat, les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des réactions. Je lance le débat, les questions, voilà, parce qu'il faut bien le faire. Et justement, à la fin, tu as terminé par l'IA quoi, de mettre l'IA à distance par la fiction, et de façon et qui est, disons, un procédé complémentaire à la mise à distance, non pas par la fiction, mais par, on va dire, le monde académique, le travail académique, par le travail journalistique. Et finalement, la différence, ou les différences dans cette mise à distance. Alors là, tu as fini par l'émotion. Peut-être ça le distingue du travail académique. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres choses qui distinguent cette mise à distance par la fiction de la mise à distance par le monde académique, toi qui parfois côtoie aussi les deux le monde académique? Oui, tout à fait. Oui. Bon, déjà, je pense que les deux sont complémentaires. Je pense que les deux sont même indispensables, et l'un et l'autre. Ensuite, je pense que les différences, il y a l'émotion, la sensibilité qui, effectivement, passe plutôt par la fiction. Ce que disait un auteur de science-fiction qui s'appelle Paolo Bacigalupi, qui a fait notamment un bouquin qui s'appelle Water Knife par rapport aux questions écologiques, question de l'eau, en fait, qui est un roman qui prend littéralement un peu comme Soleil vert. Et lui, ce qu'il met en scène dans ce roman-là, c'est en gros ce qui est en train de se passer en Afrique, qu'est-ce qui se passerait si ça se passait aux États-Unis, le fleuve Colorado. Donc, il met en scène des situations avec des assassinats de migrants, etc. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'il utilise la science. Kim Stanley Robinson aussi, en fait, se met à jour régulièrement ses connaissances scientifiques. Et il dit, qu'est-ce que j'apporte de plus? J'apporte quelque chose de l'ordre du saisissement, j'apporte quelque chose en plus de l'ordre effectivement, donc de l'émotion, de la sensibilité. Je raconte une histoire. En fait. Je raconte une histoire qui peut-être ne verra jamais le jour, sans doute d'ailleurs, mais qui, quelque part, est plus ou moins crédible et qui permet, en fait, une projection et potentiellement une reconnaissance du lecteur ou de la lectrice, ou du spectateur ou de la spectatrice. Ce que la science demande le plus souvent, pas toujours, parce qu'elle peut demander d'autres choses, bien évidemment, mais à ceux et celles qui l'écoutent, c'est tout simplement d'écouter, de participer à une logique de compréhension. Ce que ces fictions peuvent opérer, et c'est là où il y a potentiellement une différence, c'est quelque chose de l'ordre de la projection et de la reconnaissance, c'est-à-dire une bonne œuvre de fiction, notamment tournée vers le futur. Qu'est-ce qu'elle fait? Au fond, elle fait ce qu'un critique de Darko Suvin appelait le cognitive estrangement, c'est qu'elle fait deux choses. Elle fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la science, qui peut avoir avec la science, ça a à voir quand même, mais en tout cas, c'est pas l'amont de la science, mais là, c'est l'amont, c'est l'étrangeté. La science peut aboutir à des résultats étranges. Et c'est ça qui fait sa beauté, d'ailleurs, entre autres. Mais là, l'étrangeté devient première. Et on crée un monde alternatif. On crée un monde alternatif ayant ses propres règles, ses propres valeurs. Donc déjà, ça montre qu'il y a d'autres mondes possibles. La science ne montre pas qu'il y a d'autres mondes possibles. Ou en tout cas, elle le montre a posteriori, pas a priori. C'est pas le point de départ. Là, c'est le point de départ. L'étrangeté. Après, ce qui fait que les gens vont entrer dans ce monde étrange, différent avec ses propres valeurs, c'est on va dire, la crédibilité cognitive de ce qui s'y passe. Donc c'est à la fois, alors ça peut être lié, par exemple, le surnaturel semble moins crédible cognitivement que la science, justement, d'où la science-fiction, mais c'est aussi les relations entre les gens et les personnes. Parce que les relations nous parlent, que nous, en tant que lecteurs ou lectrices, ou spectateurs ou spectatrices, on va entrer, on va s'identifier à ces personnages. On va, au fond, finalement, entrer dans ce monde alternatif, parallèle, et on va le faire d'autant plus que, cognitivement, ça tient. Voilà. Donc là, c'est un type de mécanisme qui est un mécanisme propre à la fiction et qui n'est absolument pas le même mécanisme que ceux de la science, même si la science fait des expérimentations à d'autres façons de faire entrer son public dans ce qu'elle raconte. Et c'est là où je dis que les deux sont évidemment complémentaires, puisqu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a aucune prétention à la vérité dans la fiction. La grosse différence aussi, c'est que ils nous font entrer dans des mondes, mais dans la fiction, ce qui compte, c'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est juste.
ce qui nous semble juste, en fait. Hein, donc, on n'est pas en quête du vrai, en fait. Voilà. Après, si vous me demandez, moi, en tant qu'individu, je considère que aujourd'hui, malheureusement, la vérité, en tant que telle, se dire porteur de vérité, ne marche plus. En revanche, dès lors qu'on cesse de tendre vers quelque chose de l'ordre de la vérité, ou de l'égalité, ou de la justice, là, il y a un vrai problème. Hein, c'est-à-dire, mais du jour où on croit l'avoir atteint, c'est peut-être qu'on y est déjà plus. Et ça, c'est mon point de vue subjectif par rapport à ça, hein, mais qui peut poser des questions par rapport aux sciences. Alors là, dans la réponse, tu as aussi montré qu'il y avait des différences par rapport aux effets en utilisant la fiction par Oui. rapport à, on va dire, à la science, Oui. notamment un public plus large, peut-être des gens plus actifs vis-à-vis du message. Oui. Donc ça, c'était pour les effets et pour les méthodes. Les méthodes, oui, mais les méthodes, tout simplement, c'est de raconter des histoires. Alors, on me dira, les scientifiques parfois racontent des histoires aussi, en fait. Hein. Donc, mais je crois que c'est surtout cette capacité à créer des mondes qui est différente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, j'en ai une. Ah, il y en a une? Oui, oui, j'en ai une. Bonjour, je peux parler? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Très bien. mais on entend. Très bien. Donc, merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais faire une remarque et poser une question qui vont un petit peu dans le même sens. Ma remarque concerne le, le langage du mathématicien par rapport au langage du romancier. Je pense que le langage du mathématicien fonctionne comme un langage fermé et qui serait, je dis bien, qui serait coupé du langage ordinaire, hein. Ce qu'en réalité il n'est pas, parce que si vous replacez l'ensemble du processus mathématique depuis l'origine des problèmes jusqu'à la formalisation et le retour à la résolution du problème, vous retrouvez bien la complexité du langage. Mais en tout cas, le mathématicien se considère souvent comme travaillant dans un langage coupé du réel. Et je pense que ce n'est pas innocent dans la façon dont les machines en question sont fabriquées. Alors ma question, qui va dans le même sens, c'est que pour moi, dans votre exposé, il y a une dimension qui manque concernant l'imaginaire du scientifique, bien qu'on la retrouve un peu dans votre avant-dernier exemple sur les gens qui sont des micro-travailleurs dans les camps. Les mathématiciens qui ont travaillé sur la conception et la fabrication des machines depuis, bon, disons depuis Pascal, Babbage, etc., considèrent toujours qu'on fabrique des machines parce que l'humain, parce que l'homme à l'époque, l'homme est susceptible d'erreur. Et que la caractéristique de la machine par rapport à l'humain, c'est que la machine, elle est censée ne pas faire d'erreur. Alors, il y a là comment dire, une position de classe des savants en question par rapport à l'humain. C'est-à-dire que quand ils parlent des humains qui font des erreurs, évidemment, ils n'en font pas partie. Eux, ils sont pas dans la catégorie des humains qui font des erreurs, hein. Donc, il y a là un rapport de classe, me semble-t-il, entre le monde du travail et le monde des savants qui n'est jamais posé et qui n'est pas posé non plus dans la première partie de votre exposé. Je trouve qu'effectivement, elle réapparaît dans l'exemple des travailleurs kurdes dans les camps. Et je pense que si on ne réunit pas l'humain dans toute sa complexité, y compris dans la science, parce que ce qui me gêne, j'apprécie beaucoup les exemples que vous avez présentés, mais ce qui me gêne, c'est que tant qu'on reste dans le domaine de la science-fiction et qu'on continue à fabriquer le reste dans un autre monde, ça peut pas avoir une influence dessus. Il faut que cet imaginaire de la science-fiction soit réintroduite euh, dans les endroits où on fabrique ces sciences-là. Sinon, la science en question, elle va continuer à fabriquer ces choses très bizarres qui sont là actuellement. Donc, c'est ça mon propos, si vous voulez. Il y a une dimension politique qu'il qu'il faut réintroduire dans les laboratoires et pas seulement se contenter de la science-fiction.
si ça continue à fonctionner dans deux mondes différents, j'ai peur que ça ne serve pas trop, sauf à nous faire oublier ce qui se passe. Voilà. Oui, oui, je ne sais pas si c'est une seule question, c'est en soi une vaste question. Alors, euh, déjà, déjà, oui, bon, voilà, on s'était dit qu'il fallait pas dépasser 45 minutes, donc je vais pas forcément Non, non, mais développer bon. plus, mais vous avez raison que les imaginaires scientifiques mériteraient évidemment analyse aussi, hein, en connexion avec tout ça. Vous avez évidemment entièrement raison là-dessus. Euh, après, vous avez raison là-dessus, premier point. Et deuxième point, de dire, alors, d'ouvrir au fond à d'autres types d'apports tels que ceux-là, mais d'autres, le monde de la science, et réciproquement d'ailleurs, en fait. Hein, je pense que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que les gens de fiction aussi ont besoin de l'apport de scientifiques et de chercheurs. C'est long. On faut créer des passerelles beaucoup plus nombreuses dès Oui, l'école. C'est de l'école. perso, je trouve ça absolument honteux, honteux. La méconnaissance d'un grand nombre d'écoles, notamment formant des ingénieurs ou des scientifiques, par rapport à la fiction, aux imaginaires, à la philosophie aussi. La Bon, je pense qu'il y philosophie, en a un bien petit peu, sûr. À la en fait. philosophie. Hein. Donc, je crois que on doit vraiment traiter en amont la question de se dire qu'au fond, il n'y a pas de question technologique, il n'y a pas de question, il n'y a pas de en soi seul, il n'y en a pas, il n'y a pas de question scientifique, fictionnelle seule. C'est que tout ça est un continuum et que une société, elle peut évoluer, se transformer si on arrive à connecter tous ces mondes-là, ce que ne souhaitent pas forcément certains décideurs. Absolument. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même, aujourd'hui, je pense que les freins, je veux dire, il suffit de voir cette fameuse loi du plomb pour te dire que, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait lorsque on se rend compte du déni total de la science d'un certain nombre de personnages étant soi-disant des décideurs, quoi, politiques ou parfois d'entreprises. Donc oui, 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 il est clair que ce sont des problématiques. Il est clair qu'il faut relier les imaginaires scientifiques aux imaginaires de la fiction, à d'autres types d'imaginaires, aux imaginaires politiques, ce serait une bonne chose, parce qu'il y a aussi des imaginaires politiques. Et pour ne rien vous cacher, le livre que je suis en train d'écrire, le sous-titre s'appelle Vivre aujourd'hui les rêves de demain, c'est parti en fait de cette nécessité que je ressens moi personnellement de se dire il faut se payer le pire, quoi. Il faut se payer la guerre, il faut se payer ce nouveau monde technologique pour essayer de voir où on trouve des graines d'espérance. Il faut aller dans les lieux, etc. Il faut voir où sont il faut que les imaginaires, au-delà du quotidien, de ce qui nous bloque, essayer de les faire valoir, de les faire, de voir qu'est-ce qu'il en sort, quoi, comment, et puis voir comment on peut semer d'autres types de graines, quoi. Voilà. Il y a aujourd'hui, en train depuis plusieurs années, une sorte d'hégémonie culturelle qui se partage entre des illibéraux et des ultralibéraux, et qui aboutit, à mon sens, malheureusement, à une parfois, et plus souvent qu'on imagine, à une mise de côté, voire parfois un déni de la science du côté des illibéraux, du côté de l'extrême droite, quoi. Donc, et là, il y a effectivement. Mais bon, moi, je suis de ceux qui disent que même si on se sent minoritaire, on n'est pas seul à être minoritaire et construire à plusieurs, essayer de construire d'autres Oui. types de voies et de chemins est absolument indispensable. Mais vous avez raison, effectivement, oui, y compris par rapport aux mathématiciens, c'est-à-dire que il y a une chose aussi qui est tout à fait réelle, c'est que les scientifiques, il n'y a pas que les sciences dures, il y a différents types de sciences dites dures. Un biologiste, c'est pas un mathématicien, c'est pas un physicien. Et après, il y a les sciences dites molles, mais qui sont pas molles du tout. La science d'un sociologue, archéologue, anthropologue. C'est clair que mettre dans un seul et même bain toutes ces disciplines scientifiques, c'est pas tout à fait juste. Leurs imaginaires sont différents, leurs expériences sont différentes, et elles-mêmes se complètent en permanence. Et c'est vrai que déjà que toutes ces disciplines puissent se parler, et ensuite qu'elles puissent parler à d'autres gens, des gens effectivement de fiction, d'imaginaire, et que tout ça se connecte, nous permettrait peut-être d'avoir un moindre déni par rapport à un certain nombre de situations. Question dans la salle. Ouais. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Juste si je peux me permettre une remarque, je pense que le déni, c'est pas seulement du déni, c'est aussi parfois de l'incompétence et une difficulté à s'informer du côté des scientifiques et du monde culturel, du monde tel qu'il va de la part des décideurs. Et justement, j'avais une question sur les décideurs
qu'ils soient administratifs, politiques ou économiques dans notre pays. De plus en plus, on nous martèle que l'IA, en fait, tel un mantra, va nous permettre de gagner en possibilité de productivité, y compris en termes de services publics et par là même de croissance économique, qui, à mon avis, est un concept un peu dépassé. Est-ce que vous espérez, je pense que vous l'avez dit un peu à demi-mot, que la fiction et les imaginaires vont pouvoir aider les citoyens à faire un pas de côté face à ces mantras qu'on martèle à longueur de temps, pour pouvoir penser la confrontation possible entre les technologies de l'IA et les limites planétaires qui nous attendent? Oui, bah, c'est une bonne question. Déjà, je pense que, une nouvelle fois, je pense que ce qui peut aider à penser, c'est autant la fiction que la science. Bien sûr. Hein, je pense que c'est vraiment, pour moi, je ne fais pas de différence par rapport à ça. C'est des registres différents. Et je pense que les deux sont absolument indispensables. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le discours ambiant par rapport à l'IA, c'est que le capitalisme d'aujourd'hui, actuel, tel qu'il fonctionne, a sans cesse besoin, en fait, de se créer de nouvelles Eldorado pour que le hamster continue à tourner dans sa roue. Voilà. Bon. et donc, ce hamster donc, continue à... C'est bon? Non? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Madame, elle coupe son micro qui est à distance, s'il vous plaît. Oui, donc il y a pour le coup, en fait, je veux dire, croire que l'IA va tout résoudre. En fait, le vrai problème qu'on a, en fait, quelque part, c'est que c'est aujourd'hui le discours ambiant sur l'IA, la manière dont on les présente, la manière dont les grosses entreprises, hein, y compris les opérateurs de télécom qui disent voilà, il faut acculturer par rapport à l'IA. Il y a quelque chose, à mon sens, en tout cas, de l'ordre d'un Pavlov, quoi, une sorte de réflexe. Il faut continuer à alimenter la mécanique, comme si on en était encore aux 30 glorieuses, effectivement, quoi, les 30 piteuses, comme dit Gianni. Donc, comme si ça tournait en permanence. Donc, la question de se dire comment on peut faire pour sortir de cette logique-là, le problème de fond, c'est que l'IA en tant que telle est peut-être moins importante que l'éducation. C'est-à-dire que moi, je vois autour de moi les gens qui s'en sortent bien avec l'IA. On a un copain qui est un auteur de science-fiction, qui est un avocat, il est par ailleurs un peu nihiliste et culturiste. Il a passé son temps à travailler sur des IA, il les teste tous, etc. Il utilise l'IA pour ses romans, mais il utilise avec intelligence. Jamais il fait faire à une IA un travail entier. Quand vous parlez avec des artistes, des œuvres, là, celles qu'on a montrées dans de Grégory Chatonsky ou de Nicole Payan, je veux dire, en termes de travail, ça n'aura pas fait gagner du temps. En fait. C'est-à-dire que utiliser la technologie nécessite une éducation, nécessite une façon de faire. Or, on nous sature. Il y a une logique de saturation via les technologies, via les discours aussi, ce qui est très bien fait Elon Musk par rapport aux Doge, hein, c'est une logique de saturation de Trump, c'est les nouvelles sans test, etc. C'est-à-dire que l'on a un dispositif qui empêche de penser, qui empêche de prendre le recul en permanence. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, effectivement, je pense que la science, les fictions, l'avantage de la fiction, c'est qu'elle peut faire le relais vers la science. On peut imaginer des films grand public. Un film comme Soleil Vert a influencé plein de gens. A influencé une artiste comme Dominique Gonzalez Foster. J'ai été une fois, donc en 2022, il y avait des projections de Soleil Vert, des gens plus âgés qui disaient, moi, ça m'a marqué, voilà pourquoi, en fait. Hein, mais ça veut dire aussi qu'il faut créer des conversations. C'est-à-dire, une œuvre ne crée jamais rien toute seule. Un discours scientifique ne crée jamais rien tout seul. Il crée parce qu'il y a des espaces sociaux dans lesquels les choses se partagent et se discutent. Et tant que les espaces sociaux sont du type des réseaux sociaux avec des techno-cocons enfermés, là encore, on a des difficultés. Donc, il faut recréer des espaces sociaux, des espaces de conversation et de dialogue. Donc, par quelques bouts qu'on le prenne, on voit il y a du taf. Voilà. Mais qu'il y en a beaucoup. Donc, on ne sera pas trop à se mettre à agir ensemble. Gianni? Oui, si on a encore un petit peu de temps, j'avais deux questions qui sont en fait reliées l'une à l'autre. Bon, c'est souvent dans la science-fiction ou dans ce type de réflexion, on parle très souvent d'utopie, qui sont en fait des renfermements à nouveau vers des dystopies. On parle souvent de dystopie, bien évidemment. On parle du mot que tu empruntes à Yannick Rumpala dans Hors des décombres du monde, on parle de prototopie aussi, hein, comment prototyper de nouveaux topos. On parle assez souvent de transition, assez souvent on nous bassine avec les transitions énergétiques qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé en fait, transition. Est-ce que, première question, on pourrait espérer au niveau de l'IA, notamment non
pas une transition, mais une bifurcation? Et deuxième question, est-ce qu'on risque aussi une quatrième révolution industrielle, comme les trois autres, c'est-à-dire une IA censée nous sauver qui va en fait nous assujettir encore plus que nous le sommes déjà? Donc l'assujettissement par l'IA, c'est la deuxième question. La première, c'était le... Bifurcation. Ben, moi, en toute honnêteté, j'appelle de mes voeux une bifurcation et j'essaie de travailler avec les moyens qui sont les miens, qui ne sont pas ceux de quelqu'un qui sait faire un jardin. Là, hier, j'ai vu un reportage sur France 5 sur les placements, les livrets A, les assurances, et de gens qui demandaient des logiques de développement durable, et la fumisterie qu'il y a derrière par rapport à un grand nombre de banques. Donc oui, moi je prône, je défends une bifurcation, mais une bifurcation va devoir passer aussi par des gens qui vont se payer du taf sur le terrain, quoi. Il y avait un exemple, celui de la Maïf, il y avait plus de 5-6 personnes qui travaillaient pour vérifier. Parce que ne serait-ce que vérifier que lorsque l'investissement financier passe pas par tel fonds de pension, quel fonds qui au fond travaille avec Total Energy et machin, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire on a affaire à un dispositif, à un système dans lequel tout est imbriqué et qui est entièrement conçu encore selon la logique de productivité, de rentabilité à l'aveugle pour la plupart. Et en fait, vous prenez vous-même un livret développement durable, hein, donc, et vous vous rendez compte qu'il y a entre la moitié et 30% par les Caisses des dépôts, par d'autres structures, par Amundi et Caisse des dépôts, qui nourrissent ce contre quoi vous vous battez, quoi. L'exemple dans les reportages, c'était assez fou. Un militant écologique qui se battait contre une immense carrière hallucinante de charbon, quelque chose qui était conçu par Saint-Gobain, donc en tant que militant écologique, il se battait là-dessus. Et l'enquête a révélé que dans son livret d'épargne, il y avait des actions de Saint-Gobain, alors qu'il avait demandé des actions. Donc c'est fou. C'est-à-dire que il y a un emprisonnement. Voilà, oui, en fait, tout l'intérêt de l'œuvre de Chatonsky, par exemple, c'est que, malheureusement, on ne peut pas nous s'exclure du problème. On est dans le problème, en fait. Donc, il y a une grande complexité, et cette grande complexité, elle fait aussi le jeu de ceux qui ont un déni de complexité, et qui font comme si tout était simple à résoudre. Et pour les scientifiques, c'est un énorme problème, je veux dire, hein, parce que le scientifique, lui, travaille la complexité du réel. En fait, hein, c'est son boulot, c'est ce qui le motive, en plus. Donc, comment lutter contre des messages simplissimes qui rassurent, en fait, alors même que, par exemple, le bon usage de l'IA supposerait, en fait, un discours beaucoup plus complexe, quelque part, et suppose, pour ceux qui veulent sortir de l'ornière et tenir leurs promesses, là je parle par exemple de ceux qui travaillent sur des livrets bancaires, suppose un travail, quoi. Voilà, un travail fou. Donc bifurcation, oui, je suis pour, mais la bifurcation, malheureusement, elle ne pourra pas se faire dans l'urgence écologique qui est la nôtre. Elle prendra du temps, elle passe aussi par l'école. Ça veut donc dire qu'avant qu'elle puisse réellement se construire, un peu comme ce que mettait en scène Kim Stanley Robinson en 2312, on va en devant beaucoup de galères, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui, à mon avis, pose problème pour la bifurcation. C'est qu'il faut dès maintenant travailler sur des façons de faire vivre très concrètement, dans l'ici et maintenant, petites avancées multiples par rapport à ça. Là, c'était le premier point. Et donc, le deuxième, c'était la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle. Moi, en toute honnêteté, si tu veux, oui, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je n'arrive pas à y croire 36 secondes, quoi. C'est toujours la même histoire qu'on nous raconte pour l'éternité, si tu veux, pour que la roue tourne. Mais plus de productivité, plus... Non, je pense que le problème fondamental, il est politique. De quelle société on a envie, quoi. Quelle est la société qu'on a envie de construire, et sur ce registre-là, voilà, ce registre-là, la quatrième révolution industrielle, avec, je veux dire, combien de fois on nous a fait la logique de les machines vont remplacer le boulot et tout le monde va pouvoir faire autre chose, si tu veux. Donc, et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a des millions de micro-travailleurs qui élèvent des machines. C'est-à-dire que non seulement ça ne les libère pas, mais ça invisibilise, et ça déporte le travail vers une logique de précarité encore plus grande, encore plus forte. Ça veut donc bien dire que le problème, il est politique. Tu vois, c'est la démonstration d'un problème qui est politique. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que
qu'elles fonctionnent toutes seules, qu'elles sont géniales, etc. Donc on oublie les carrières de lithium, qui foutent en l'air des pays, en fait, en tout cas des régions, sans parler de l'eau, les data centers qui prennent une eau absolument terrible. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est politique. Donc oui, moi, la 4e révolution industrielle, c'est du vent, purement et simplement. Donc on n'a plus qu'à espérer l'effondrement, si je comprends. Non, pas forcément, mais pas forcément, parce qu'on ne peut pas espérer quelque chose comme un effondrement. Il faut dès maintenant semer des graines, agir, et il y a plein de choses qui font, il y a plein d'associations, plein de trucs qui se font partout, qui changent la façon de faire et de voir. Simplement, aujourd'hui, ça ne se coagule pas, ça passe difficilement le cap des médias. Et de toute façon, oui, en parallèle, on le voit, quoi, il y a déjà des problèmes d'effondrement. L'effondrement n'est pas un effondrement, ça se délite. C'est un délitement. En fait, et donc, on est en train de le vivre, tout simplement. Donc, il faut continuer à semer des graines pour voir autre chose. D'une autre façon, je pense que le monde avant l'IA, il existait une jauge, une éthique qui était quasiment acceptée, et que l'IA est en train de détruire cette jauge. Qu'est-ce que vous appelez une jauge? Dans l'activité humaine, la pensée, il y avait une référence d'éthique qui était acceptée, si on peut dire, mais ce système-là ne joue pas dans le même jeu. Vous l'oubliez d'ailleurs. Enfin. Et ça change. Oui, oui, de toute façon, moi, après, j'espère, si vous donnez une condition personnelle, quoi, c'est que je pense que nous sommes entrés dans un entre-deux-mondes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le monde d'hier, le monde de la société bourgeoise, occidentale, le monde des Trente Glorieuses, qui est encore ce qui justifie d'un certain nombre, la majorité des organisations et des regards des politiques. Ils fonctionnent comme si, effectivement, c'était le même monde, ce monde-là. Ce monde-là est en train de partir en quenouille peu à peu. Par différents types de raisons, y compris, bien évidemment, le réchauffement climatique, les inégalités sociales qui ont monté de manière. Et donc le complotisme, je parlais d'un complotisme, quitte ce délitement quelque part. C'est-à-dire que ce qui faisait socle commun, vérité commune, on voit le rapport à l'école aux États-Unis, c'est terrible en fait. Donc, et l'IA, en fait, à mon avis, se présente comme une solution de ça pour ne pas faire de transformation réelle, alors même que c'est un symptôme du même mal et du même problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'utiliser l'IA de façon, on va dire, différente, constructive, avec une multiple appropriation des gens, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est des technologies qui elles-mêmes soient terrestres et anarchistes, au sens de l'anthropologie anarchiste de David Graeber, c'est-à-dire non surplombante, que les gens s'en emparent, qu'il y ait déjà une appropriation. Donc ça, c'est possible. C'est possible, mais c'est clair qu'on est encore loin du compte, quand on voit les tendances actuelles. En tout cas, c'est ce pourquoi moi, je me bats. Mais bon, on est loin du compte. Non, juste pour éclairer ma culture personnelle, tu as décrit une histoire, disons, tu as décrit comment l'imaginaire influençait la science, et puis on imagine aussi comment la science influe l'imaginaire, et donc une boucle de rétroaction. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des science-fiction qui décrivent plus précisément comment l'imaginaire influence la science? Est-ce qu'au niveau de la fiction, ça a été fait? On peut imaginer des questions scientifiques qui essayent d'aller creuser ça, mais est-ce que dans le terme de fiction... il y a des exemples tout à fait. Il y a un auteur de science-fiction particulier qui est très féru de science, qui s'appelle Greg Egan, qui a fait des romans, des textes, des nouvelles qui sont tout à fait de cet ordre-là, qui sont assez incroyables. Il y a un bouquin qui s'appelle L'énigme de l'univers, justement, qui met en scène, qui est une sorte de bouquin à plusieurs entrées, en fait, dans lequel il met en scène une grande conférence autour du mystère de l'univers, l'énigme de l'univers, avec des gens, des équations qui essaient de trouver. Donc on est dans un imaginaire scientifique très fort. Le personnage central est un journaliste scientifique un peu pourri, mais qui se trouve là-bas. Cette conférence, elle a lieu dans une île qui s'appelle Anarchia.
Et cette île qui s'appelle Anarcha, c'est une île qui a été conçue à partir du travail de 7 ingénieurs en biogénétique qui ont quitté la boîte pour laquelle ils bossaient et qui ont créé cette île-là, au point que la multinationale dont ils sont partis va envoyer des gens pour foutre en l'air, prendre main sur cette île. Donc avec toute une logique de techno-libération, et puis il met en scène tout l'amont de la science, l'amont et l'aval de la science, avec tous les groupes de pression religieux et autres par rapport à cette énigme de l'univers. Donc l'énigme de l'univers de Greg Egan, c'est vraiment l'exemple parfait en fait de cette logique-là, c'est-à-dire un travail de science-fiction qui met en scène non seulement les imaginaires scientifiques, mais la façon dont l'imaginaire scientifique crée d'autres imaginaires, d'autres réactions par rapport à des publics qui, y compris, sont en désaccord avec eux. Et donc, il y a plusieurs romans de Greg Egan. Alors, c'est ce qu'on appelle, en fait, en science-fiction, la hard science, ou la hard science-fiction. C'est-à-dire, il y a tout un pan de la science-fiction. Werner Orwell en fait partie. Il a fait quelques très bons romans qui sont beaucoup plus sérieusement, d'une certaine manière, imprégnés de science. Entre autres choses. Ouais. Et alors, sauf s'il n'y a pas d'autres questions, j'en pose une dernière. Finalement, tu parles de récits, de fiction. Le monde académique a aussi exploré les promesses technoscientifiques, voir comment elles influencent le devenir à la fois du monde et le devenir de la recherche, comment ces promesses servent à influencer le monde académique, le monde de la recherche sur parfois plusieurs décennies. Et donc, voilà, c'était pour faire le lien entre ces promesses technoscientifiques et les récits, les fictions qui existent dans le domaine du roman. C'est peut-être le parallèle académique, ces promesses technoscientifiques par rapport à certaines promesses internes, quoi, promesses ou cauchemars internes au monde de la science-fiction. Ouais, j'ai du mal à voir où est la question. Ouais, c'est pas tout à fait une question, c'est ce parallèle qui peut-être existe, et je sais peut-être aussi aller explorer du côté de la science-fiction, c'est toutes ces notions autour des promesses technoscientifiques. Après, là, c'est très présent en fait dans la science-fiction, mais après la science-fiction elle est plurielle en fait, on trouve à boire et à manger et différents types de regards. Bon, il y a quand même toute une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices de science-fiction aujourd'hui, beaucoup de femmes, ce qui est une bonne chose, qui change beaucoup le regard en fait, avec une logique beaucoup moins guerrière, beaucoup moins compétitive, qui explore en quelque sorte des voies, des solutions. J'ai donné l'exemple de Vican, mais il y en a d'autres. Audrey Plenay, Katie Stewart, donc vous ne connaissez sans doute pas, mais qui sont autrices qui sont très, très passionnantes par rapport à ce type de recherche, mais qui racontent des histoires aussi. C'est aussi, tu racontes des histoires, donc je mets en scène des IA plus ou moins vivantes, des projections dont le lien avec le réel est plus ou moins fort, évidemment. Donc c'est effectivement pluriel, en fait, et ça supposerait un travail, je pense qu'il y a des vraies logiques de doctorat, de recherche, de mémoire à faire sur ces sujets-là. D'ailleurs, les promesses technoscientifiques sont peut-être aussi irriguées par des imaginaires qui proviennent de la science. Il y a des exemples par rapport à ça. Je donnais l'exemple tout à l'heure des 3 lois de la robotique. La en fait, a été très, très souvent invitée par la MIT, peut-être une des plus grandes bibliothèques de science-fiction au MIT. Donc, c'est assez connu. Puis de la même façon, par exemple, la notion de cyberespace, quand elle est inventée par William Gibson en 1985 dans son roman de romancien, elle va après faire florès en fait dans le monde technologique. Donc, elle joue dans les deux sens. Il y a effectivement beaucoup d'exemples d'idées de science-fiction qui, pour le meilleur ou pour le pire, parfois irriguer en fait après les normes de la technologie, des sciences et de la technologie. La seule chose que je donnais l'exemple, c'est que quand on a affaire à des technologues, je n'ai pas donné l'exemple de Zuckerberg par rapport à métavers. Le métavers a été inventé dans un roman de science-fiction de Neil Stephenson en 1993 qui s'appelait Français le samouraï virtuel. En anglais, je crois que ça s'appelle le samouraï virtuel. Mais sauf que dans ce métavers, il ne se passe pas que des choses bien. Il y a des trucs qui se passent très mal. Pareil. C'est exactement comme l'exemple que je donnais par rapport à Yann Bank, c'est mais lui-même a d'ailleurs travaillé sur des logiciels libres, d'autres types de métavers, donc de réalité virtuelle. Donc les deux mondes s'interpénètrent. Et c'est vrai que, paradoxalement, en tout cas dans le monde américain, par rapport aux technologues,
pas par rapport aux vrais scientifiques, mais par rapport aux technologues. Les gens de science-fiction ont beaucoup plus d'ouverture et d'esprit critique des technologues, d'utiliser de façon marketing par les idées de science-fiction, avec souvent des science-fiction qui sont très datés. Je pourrais donner plein d'exemples de ça, mais effectivement, Elon Musk, on a un Jeff Bezos aussi, qui est un fan de Star Wars. Snow Crash, le samouraï virtuel. Voilà, Snow Crash, voilà. On va peut-être s'arrêter et terminer sur ça, sur la pluralité des imaginaires, à la fois des scientifiques, y compris de façon disciplinaire. Il y a peut-être des imaginaires différents, tu l'as évoqué aussi. Il y a une pluralité d'imaginaires qui sont développés dans la science-fiction, hein, dans les science-fiction. Bah, merci au public en ligne et hors ligne. Voilà. Merci.